Paix et santé dans vos maisons. Merci de nous choisir pour vous informer. On se retrouve dans le cadre de cette grande édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine. On va commencer en politique, processus électoral, on en parle. À quelques mois désormais des élections en RDC, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, je citais, a tenu à rassurer les Congolais sur la bonne tenue des élections en toute transparence et crédibilité. L'annonce a été faite au cours d'une réunion tenue ce vendredi 1er septembre 2023. Je vais vous proposer de l'écouter dans un extrait choisi par votre rédaction. Regardez. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention du processus s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Chers compatriotes, l'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Elle n'est pas forcée à le faire, elle est convaincue qu'il faut le faire. Nous sommes convaincus que ce quatrième cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en deux mots, sans effet. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. On poursuit ce journal. Toujours en politique, le Rwanda ne va plus exploiter lors de la RDC. Le gouvernement congolais vient de mettre en place des stratégies pour remettre fin à l'exploitation illicite de minerais dans la partie est du pays. C'est l'entreprise Primero désormais qui va s'occuper de la production de l'or en RDC sous la supervision évidemment du gouvernement congolais. Je vais vous proposer d'écouter le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui donne un peu plus de précisions. Regardez. La stratégie du gouvernement repose sur 5 piliers. Nous avons, pour régler le problème de la sécurité à l'est de la RDC, nous avons le front diplomatique, nous avons le front médiatique, nous avons le front militaire, nous avons le front économique. Et c'est dans les cadres justement du front économique dont il sera principalement sujet ce soir, qu'il y a eu l'avènement de la société émirati Primera Gold dans les Sud Kivu principalement pour travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure non seulement on coupe les différents circuits d'approvisionnement du Rwanda, parce que le Rwanda qui exploite de l'or ou qui commercialise de l'or, c'est de l'or qui vient principalement de la République démocratique du Congo et qui sort par des circuits mafieux. En 6 mois, nous avons, je vais demander d'ailleurs à la technique de présenter tout à l'heure les tableaux statistiques de ce que représente aujourd'hui la production de l'or. L'année dernière, nous en étions à 48 kilos, comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 kilos. Et puis dans la semaine, un calme précaire règne désormais à Goma après une vive tension due à la manifestation de jeunes inspirés du groupe d'autodéfense Wazalendo. Ces manifestants, rappellent tout de même, arrêtés ont pris d'assaut du riz de Goma pour exiger le départ immédiat de la MONUSCO et de la force régionale. Retenons-y. Selon les communiqués rendus publics par le gouvernorat du Nord Kivu, un groupe de bandits armés, drogués et manipulés se faisant passer par les Wazalendo appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa ont prémédité et sémé le chaos dans la ville de Goma à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023, avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est ainsi que de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG.
ONG. Selon le gouvernorat du Nord Kivu, ces prophètes manipulateurs avaient été reconnus auteurs d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province du Sud Kivu. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ils ont stoppé professionnellement ces aventures de ces fauteurs des troubles jouant les jeux de l'agresseur M23 RDF. Le bilan de cette attaque présentée par le gouvernorat du Nord Kivu fait état de la mort d'un policier lapidé et de plusieurs blessés du côté FARDC, mais également 6 morts dans les rangs des adeptes de Wazalendo. Ainsi, le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, a présenté ses compassions à toutes les familles éplorées. L'autorité provinciale a également rassuré la population de Goma de la calmie de la situation et il a appelé également la population à ne pas paniquer, mais de vaquer librement à ses occupations. Et puis justement, en parlant de cette vive tension qui a dominé la ville de Goma, sachez que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a lancé par la même occasion une mise en garde sévère à quiconque se permettrait de se livrer à pareil acte pour déstabiliser la ville de Goma. Le message a été relayé par le porte-parole du gouverneur militaire, le colonel Guillaume Njike, je citais, à qui je vais vous demander de l'écouter. Le seul message que nous voulons lancer à la population, c'est de savoir que nous sommes, nous les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les forces de défense et de sécurité, préoccupés par la sécurité de notre province qui se trouve être agressée par l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. Et qu'au-delà de ça, sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, il sera nullement question de tolérer que ce soit pour insécuriser la ville de Goma. Il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan parce que je viens de vous dire qu'ils étaient armés, des armes de guerre, des armes blanches, et voilà. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'armée nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo ont opéré de la manière la plus professionnelle possible. Toujours dans la semaine, on va faire un petit détour du côté du Gabon, là où il y a eu ces coups d'État. Le général Nguema, voilà, le commandant de la garde républicaine, s'est autoproclamé président de la République après voilà, l'annonce du résultat de la présidentielle tenue le 26 août dernier. Le nouveau homme fort du Gabon est soutenu justement par le militaire de son pays. On fait le point tout de suite avec Igor Sombo. Après le résultat provisoire du centre gabonais des élections, déclarant Ali Bongo victorieux du scrutin présidentiel à plus de 62%, les militaires ont pris d'assaut la télévision nationale pour annuler les résultats des élections et annoncer la prise du pouvoir pour la restauration des institutions. Il convient de préciser que Noureddin Bongo Valentin, fils d'Ali Bongo, est arrêté par l'armée pour détournement de fonds, faux et usage de faux et falsification, quelques heures après la destitution de son père. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Désormais, le Gabon a un nouvel homme fort. Il s'agit du général Brice Clotaire Oligui Nguema qui prend la tête du comité pour la transition. On va rester dans ce chapitre coup d'État au Gabon pour vous signaler que le président renversé au pouvoir Ali Bongo a exprimé son indignation suite à l'arrestation de son fils et de son épouse. Ali Bongo a lancé par la même occasion un appel au soutien pour lui permettre évidemment de vivre en toute quiétude. Reconnu autrefois l'homme fort du Gabon, Ali Bongo Ondimba est renversé après les élections qui lui a donné vainqueur avec 64% de suffrages. Le commandant de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, proche du président Ali Bongo, s'est autoproclamé président de la République du Gabon. Ali Bongo, déchu par ce groupe de militaires putschistes, est placé en résidence surveillée. Après 14 ans de règne, Ali Bongo, abasourdi dans son état de convalescence, lance un message d'appel au soutien de ses amis à travers le monde. To tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family.
My son is somewhere. My wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence, and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. Dans l'entretemps, le nouvel homme fort du Gabon est ovationné par ses collaborateurs militaires. S'agissant de l'arrestation des quelques proches du président Ali Bongo, les militaires putschistes ont précisé dans leur deuxième allocution qu'ils sont détenus pour avoir orchestré des manœuvres tendant à détourner les deniers publics et les malversations financières. Il s'agit de Noureddin Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Oseni, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une surprise agréable pour la population, des scènes de liesse sont observées dans les rues de Libreville. Il s'est de signaler que plusieurs chefs d'État se sont également exprimés pour condamner ce énième coup d'État perpétré en Afrique, toujours par des militaires putschistes. On poursuit cette édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine, toujours en politique, dans la semaine, dans le but évidemment de stabiliser la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a atterri à l'aéroport international d'Njili le 27 août pour une rencontre avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre évidemment des relations bilatérales entre les deux États. Il a été tout de suite aussitôt arrivé reçu par le Premier ministre congolais. Je cite Jean-Michel Samalukonde. Le président burundais Evariste Ndayishimiye séjourne à Kinshasa depuis le dimanche 27 août 2023 pour une visite officielle de 48 heures. Il était accueilli sympathiquement par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde à l'aéroport international de Njili. Cette rencontre bilatérale des deux chefs de l'État s'est déroulée lundi 28 août au Palais de la Nation pendant plus de 2 heures du temps. Au menu de leurs échanges, le président Félix Tshisekedi et son homologue burundais ont exprimé leurs préoccupations face au manque de volonté du M23 à se retirer des zones qu'ils occupent et ils ont conjointement appelé toutes les parties à respecter la feuille de route conjointe de Nairobi et celle de Luanda. Par ailleurs, les questions de sécurité. Leurs discussions ont aussi porté sur d'autres sujets, comme la création d'agences bancaires dans certaines villes de la République démocratique du Congo et du Burundi. Rappelons que les Burundi avaient déployé le dimanche 5 mars dernier ses troupes dans la partie est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Santé à présent dans ce journal, le choléra fait déjà des victimes dans l'est de la République démocratique du Congo, au Sud Kivu par exemple, où l'on recense certains cas de décès. On parle aussi de 9 autres personnes contaminées, précisément au village de Lupenda, à Kananga, dans le territoire des Kalebré, depuis le début du mois d'août. On fait le point avec Ania Kolé. À moins de 25 jours seulement, la maladie de Messal, dite Salois, dans ce village, au point d'ôter la vie à 2 personnes, selon Maéchi Emmanuel, infirmier titulaire de l'aire de santé de Lugendo. Il renseigne aussi que les victimes sont arrivées en retard au centre de traitement. Dans une adresse à la presse locale le vendredi 25 août dernier, il précise que chaque semaine, son aire de santé notifie 2 à 3 cas de cette maladie. Le péché de cette population, c'est la consommation des eaux du lac visiblement impropres et nuisibles pour la santé de ses habitants de Lugendo qui, au-delà du choléra, courent le risque de souffrir d'autres maladies hydriques. Comme ces eaux des lacs s'avèrent le seul moyen de s'approvisionner en eau pour cette population, Maëch Emmanuel conseille de bouillir ces torts bleus porteurs de maladies avant toute consommation. Il faut dire que certaines organisations humanitaires ont alerté depuis plusieurs mois déjà sur l'augmentation des cas de choléra dans la région. Il y a quelques mois, la ville de Bukavu avait enregistré au moins 20 décès et plus de 300 cas de choléra, les pires étant à craindre si les mesures fortes ne sont pas prises. Autre province, autre problème, voilà, cette province est évidemment frappée par cette maladie, surtout attaquée de plein fond
dans la province du Kasaï depuis janvier déjà. Plus de 65 personnes sont mortes dans cette maladie sur plus de 15 500 cas de contamination enregistrés dans cette partie du pays. Dans ces récits des Agniakole, vous venez également de voir des stratégies que les autorités ont mises en place évidemment pour éradiquer complètement cette pandémie. Ces informations livrées par la division provinciale de la santé font froid au dos. 655 décès sur 15 525 contaminés. Tout est clair sur la gravité de cette maladie dans cette province située au centre du pays. Parmi les zones de santé du Kasaï, c'est celle des Louébo qui ont payé les lourds tribus avec plus de 2000 cas. La zone de santé des Kanzala, quant à elle, a déjà notifié 282 cas de décès. À en croire le docteur Urbain Makenda qui estime que le nombre de décès représente 4,2% du taux de létalité. Tous les cas notifiés sont pris en charge gratuitement dans le structure sanitaire le plus proche. Le chef de la division provinciale de la santé du Kasaï rassure par ailleurs que les dispositions nécessaires sont déjà prises pour éviter la propagation de cette maladie, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique et la vaccination des routines. Signalant que le lancement de la campagne de lutte contre la rougeole est imminent, les parents sont appelés à faire vacciner leurs enfants. Il s'agissait plutôt de l'épidémie de la rougeole, en tout cas, qui frappe de plein fond, justement, du côté du Kasaï, dans ces reportages que nous proposait Agniakole. Allez, on va revenir à politique. L'autorité morale, le parti de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, l'honorable Norbert Basengezi, était hier devant les candidats députés nationaux de son parti pour une séance de réengagement. La présence remarquable était plutôt celle de M. Serge Kanga, affectueusement appelé Serge Yabana Tchangou. La dite rencontre s'est tenue à la cathédrale du Centenaire. Chifi Kalumbe, Teresa Thibault. Au sein du parti Alliance des nationalistes pour un Congo émergent ANC, plus question des distractions car les comptes à rebours pour les élections législatives et présidentielles a déjà commencé. Au cours de la séance de réarmement des troupes par l'autorité morale de l'ANC Norbert Basengezi, il était question de mettre le batterie en marche car les temps pressent. Norbert Basengezi a mis à la disposition de ses candidats députés nationaux les stratégies pour la sensibilisation et mobilisation de leurs bases respectives. Rien ne pourra les empêcher à atteindre leur objectif de 230 députés car tous les outils de guerre sont mis à leur disposition, confirme Maître Serge Kanga, dit Charles Yachangou. L'autorité morale a pensé que pour une bonne mobilité, il faut qu'il disponibilise pour nous les candidats députés ainsi que toutes nos équipes, les motos qui vont nous faciliter d'avoir accès dans tous les coins et recoins de la capitale. Cela est un grand geste à notre endroit et je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier l'autorité morale qui ne cesse en tout cas de mouiller les maillots à son niveau pour nous mettre dans les conditions requises afin de bien mener cette campagne que nous estimons être fructueuse pour nous à la fin de ces échéances. Étant bien outillé moralement, matériellement et financièrement par l'autorité morale du parti Norbert Basengezi, Maître Serge Kanga, l'un des candidats députés nationaux à la circonscription électorale de la Tchangou, soutient que l'objectif sera atteint surtout grâce au professionnalisme et à l'expérience de leur leader qui est très expérimenté en la matière. Le but essentiel, c'est l'objectif des 130 députés. Alors nous, en tant que candidats députés, nous avons été instruits, nous avons été orientés vers les grandes stratégies qui peuvent faire en sorte que la réussite effective de ce que nous menons comme combat pour l'accès à l'hémicycle puisse être effectif. Très serein, l'honorable Norbert Basengezi, autorité morale de l'ANC, reste déterminé sur la force de ses troupes. Vous-même, vous étiez dans la salle et ils m'ont promis qu'après le 20 décembre, nous allons fêter au stade des Martyrs.
S'agissant de l'élection présidentielle, Norbert Bassengezi, président de l'ANC, a annoncé que son parti a, après un congrès, investi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat à la présidentielle de 2023. Tant pis pour ceux-là qui continuent à rêver debout, car l'ANC est déjà prêt pour affronter les élections avec force. Ouvrons une petite fenêtre pour parler social dans ce journal. On prend la direction tout de suite de la commune de Kisenso où voilà, la pénurie d'eau au quartier Mboukou devient de plus en plus une denrée rare. La population de ces coins de la capitale se trouve évidemment plusieurs problèmes pour s'approvisionner en eau potable. Enoch Mafouka, Torres Satibo. Ce tuyau n'est pas celui de la régie des eaux, mais du forage. Depuis belle lurette, les habitants du quartier Mboukou n'ont pas vu de leurs yeux l'eau provenant de la régie des eaux, mais ne vivent que de l'eau des forages créée par la fondation qui distribue de l'eau dans différentes avenues. Nous n'avons pas d'eau. Ça fait longtemps qu'on avait l'eau de la régie des eaux, mais qui n'existe plus maintenant. Les robinets ne sont que des échantillons dans des parcelles. Vous pouvez être même le 17e journaliste qui arrive ici. Parlons de ces problèmes d'eau, mais aucune action n'est posée à ces propos. Au regard des heures fixées par les responsables du forage pour la distribution d'eau, certains sortent le matin sans pour autant la puiser. Suite à cette souffrance, certains réclament l'eau de la régie des eaux, celle du forage nécessitant des moyens financiers chaque jour, car un bidon coûte 150 francs congolais. Nous avons besoin de la régie des eaux pour que chacun ait son robinet dans la parcelle. Cela lui facilitera la tâche, qu'il ait de l'argent ou pas à ouvrir sa pompe et s'approvisionner en eau pour payer à la fin. Pourtant, quelques habitants de la zone disent avoir été déjà entendus par plusieurs autorités et la presse, mais en vain. Pour rappel, le directeur général de la régie des eaux, David Chulumba, avait annoncé récemment que la desserte en eau potable s'est améliorée à près de 70% à Kinshasa. Et puis les rapports sexuels est un sujet tabou pour certaines familles à Kinshasa, mais il est tout de même important d'en parler, surtout aux jeunes filles. À Massina, par exemple, le fille mineure tombe enceinte et ça se passe au quartier Fumutuka. Teresa Tibo, Enoch Mafouka. Dans ces quartiers, le phénomène fille-mère règne en maître. Et ces filles qui ont 14 et 16 ans disent avoir des raisons qui les poussent à mettre au monde à fleur d'âge. La plupart d'entre elles vivent encore chez leurs membres de la famille qui les prennent en charge avec leurs enfants. Pourtant, ces filles de 14 et 16 ans qui mettent au monde avant l'âge requis courent de grands dangers et risques, comme les dénonce cette infirmière. Il y a 2 filles déjà qui viennent d'accoucher à l'âge de 14 ans, entre 14 ans et 16 ans. Bon, normalement, ce sont d'abord des âges à haut risque. Les autres passent souvent dans les césariennes. Il faut dire, c'est la vie sociale qui est en danger. Ces phénomènes filles-mères ont beaucoup d'effets négatifs, selon un sociologue. C'est la situation sociale. Cette situation, nous la voyons de deux côtés. Le premier côté, c'est l'éducation. Avant l'an 2000 ans, à travers le monde, on a pu dénombrer 2 milliards d'analphabètes. C'est qu'avant d'atteindre le 3e millénaire, il y aura beaucoup d'analphabètes dans notre pays. La jeunesse est l'avenir de demain. Si cette jeunesse est détruite, l'avenir sera aussi détruit. Un mot de sport avant de terminer complètement ce journal de la parole à l'acte. Le ministre des Sports et Loisirs a officiellement mis ce vendredi 1er septembre
le Stade Tata Raphaël à la disposition de la Ligue nationale de football pour y jouer les matchs de son championnat national. Les représentants du ministre François-Claude Kaboulou-Manakaboulou, le président du CONOR Dieudonné Sambi, le membre de la commission de gestion de la Ligue Foot et le comité de gestion du Stade Tata Raphaël étaient en réunion évidemment pour prendre des dispositions nécessaires avant de rendre possible le déroulement de ces championnats. Toutes les dispositions utiles ont été prises ce vendredi 1er septembre lors de la réunion tenue entre les représentants du ministère des Sports, le président du CONOR Dieudonné Sambi, les membres de la commission de gestion de la Ligue nationale de football et le comité de gestion du Stade Tata Raphaël de la Kétul, afin de faire jouer les matchs du championnat d'élite au sein de ces stades mythiques à partir de ce dimanche 3 septembre. Dieudonné Sambi Seleloutou, président du CONOR, s'est exprimé. Nous avons reçu l'autorisation d'utiliser de nouveau le stade de Tata Raphaël pour les compétitions de la Ligue Foot. Nous sommes arrivés ici avec l'autorisation de son Excellence le ministre pour voir avec... L'aire de jeu pose un problème réellement pour les athlètes. Donc, les travaux sont encore en cours, mais le public, c'est vrai, vous avez réclamé le championnat, mais prenez patience, on va commencer dans la mesure du possible, améliorer petit à petit les choses. Mais le constat est là, nous avons constaté que le stade n'est pas encore fin prêt, mais nous allons nous y habituer. Qu'en pense la commission de gestion de la Ligue nationale de football? Réponse avec Bosco Mouéo. Remercier notre ministre des Sports pour les quelques démarches qu'il a faites auprès de son collègue des ITPR, de manière à ce que les matchs de la INAFOOT se jouent au stade Tata Raphaël. Le conseil l'a dit, sûrement prochainement avec le stade de Martyrs. Mais nous avons constaté effectivement que le travaux continue à se faire, mais ils ont quand même accepté de recevoir les matchs de la INAFOOT. Maître Bosco Mouéou, président de la commission de gestion de la Ligue Foot, a saisi cette opportunité pour sensibiliser le public au sens élevé du civisme afin de protéger cette infrastructure. Nous commençons dimanche avec DSMP et les Aigles du Congo. C'est une bonne rencontre. Au nom de tous les amoureux du football, je voudrais dire merci au gouvernement d'avoir entendu le cri de footballeurs, la fête des amoureux du foot, mais j'en appelle aussi au civisme. J'en appelle au sens de responsabilité de tout un chacun. Nous venons, c'est pour le football. Vous avez vu, le gouvernement a fait un grand effort à sa tête, le président de la République, pour qu'on réhabilite ces infrastructures qui sont belles à voir aujourd'hui. Je suis venu au stade Tata Raphaël et à Belle-Lurette, mais l'heure de jeu me fait énormément plaisir. J'ai visité beaucoup de choses avec l'aide de Madame Lady. Je pense que nous avons tous intérêt à protéger et à continuer à améliorer le travail qui est en train de se faire ici. Donc, na baninga nyonso balela ndembo, à partir de dimanche, boya et belé, civisme bandi na kosomba ticket. Somba bien na yo, kota, yaka total ndembo, équipe pour la te, eza détente, tobi matozo ngandaku. Bande ko na biso a police ba kosunga biso penza, vraiment, bomoni to sali soki mbula mibale, tozo beta bale ndenge sengelité. Loko a tozui occasion ya kozongela bale surtout démarche CONOR asali biso et puis ministre ayoki biso alinga bale tulingi to ya totala ndembo to beta bale équipe na we gagner beta maboko kenda e gagner te zana mawa parce que matolongola yango te mais zonga na ndako kenda ko pema sunga équipe na s'améliorer pour la prochaine rencontre gagnée. Cette séance de travail a été sanctionnée par une visite des installations du stade. C'était pour vous l'essentiel de l'actualité de la semaine, madame, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité revient dans une demi-heure sur les antennes de FM Télévision. Mais en même temps, continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloba Télévision. À très bientôt, avec le même plaisir.